Je travaillais sur des diffusions il y avait du ski accro et aussi de la planche à neige cette semaine. Je faisais le grand saut hier, que j'ai rebaptisé le Grand Air. C'est ça, j'allais dire, on dit pas le Grand Air. Le Grand Air. Ça, c'est de la création spontanée. J'étais avec mon excellent collègue Alexis Caron-Côté, que je salue, et qui me rapportait qu'il a un ami ou un collègue qui est un gros fan des Eagles de Philadelphie, qui arborait sa casquette. Enfin, alors Alexis, étant un homme du peuple, lui lance Hey, tu vas regarder le Super Bowl dimanche, je présume? C'est des grosses qualités de communicateur. Ouais. Il y a de l'instinct. Voilà. C'est fin. Du nez. Et de se faire répondre non, parce que les dés sont pipés. Oh. J'ai décidé d'avance. Les arbitres, la NFL, l'argent, Taylor Swift. C'est les Chiefs qui vont gagner, puis c'est organisé à l'avance. Ça a pris de court, mon ami Alexis. Ouais, c'est une théorie qui cherchais chez vous. C'est une théorie. Ouais, donc, c'est une théorie qui circule. Ben oui. On nommera pas, mais il y a quelqu'un parmi la confrérie qui adhère à un journaliste complot-là. Et là. Un journaliste sérieux, ça dépend. Un journaliste. Ouais. Un journaliste rémunéré. Qui est convaincu. Comme journaliste. Qui est convaincu que les dés sont pipés en faveur des Chiefs, justement, et qu'ils avancent main dans la main avec la NFL. Parce que Taylor Swift amène tellement d'argent il faut absolument donner la victoire, le three-peat. Ben, elle ne sera pas la seule grande vedette présente au Super Bowl. Je ne sais pas si on veut aller là, mais elle va avoir de la compétition avec Monsieur le Président des États-Unis. Ah non, on veut pas. Non, j'ai dit qu'on prenait. Tu m'as dit qu'on allait des vacances. Tu m'as dit on va où on veut. On en a parlé pas plus tard que mardi. On prend des vacances. Qui aura le plus de temps d'antenne? Parce que ça arrive jamais qu'un président en fonction... C'est jamais arrivé. J'ai été très surpris d'apprendre ça. Tout ce qu'il fait, ça arrive jamais qu'un président en fonction le fait, mais là, c'est un peu plus léger. Ça va être d'assister au Super Bowl. J'étais quand même surpris de je sais plus qui m'a dit ça. Ça doit être Jack. C'est quelqu'un dans la salle. Moi, je suis dans la salle. Que c'était la première fois qu'un président en fonction serait présent pour le Super Bowl. Une autre affaire. Donc, on discutait de ça, puis on s'étonnait de cette candeur-là, parce que c'est comme... Comment est-ce possible d'organiser une telle chose? Comment est-ce que ce serait possible? Pensez à tous les gens sans que ça sorte. Qu'il faut mettre dans le coup pour organiser une telle chose. Et pensez à tous les intérêts économiques qui sont à l'extérieur de la NFL, ne serait-ce que... Pour valider cette théorie du complot-là? Pour comment dire, croire que c'est possible. Ben non, c'est farfelu. Ça n'a aucun sens. Parce qu'on peut s'entendre là-dessus. C'est assez... ça demande tellement de coordination. Là, il faudrait... Il faut impliquer tellement de gens et écoute, vous, ici à Radio-Canada, vous dites un petit secret à une personne, puis en 2 jours, ça fait le tour là, de la salle. Donc imaginez le complot. Ouais, c'est impossible. Alors, il s'agit aussi quand même d'impliquer les bonnes personnes. C'est sûr que si le cas Marc-Antoine, il se dit, si quelqu'un peut le faire, c'est moi. C'est ça. Donnez-moi le mandat d'organiser le complot. Vous arrangez ça, moi. Pas cher. Est-ce que ça va te donner envie? Est-ce que tu as changé ton fusil d'épaule? Est-ce que je suis en train de te donner envie de regarder le Super Bowl dimanche? Parce que tu viens de me dire comment ça va finir. Justement, veux-tu aller voir valider ou invalider? Je verrai ce que je fais dimanche. Je sais pas. C'est tellement un excellent prétexte pour manger des nachos, non? Oui, ça oui. Moi, c'est beaucoup ça. OK. Ça ou autre, tout ce qui se mange avec les mains. Ouais, tout ce qui est frit. Si tu cherches un prétexte pour manger des nachos, on va t'organiser des Super Bowls plus souvent que ça, par exemple. Oh! Est-ce que c'est de la bienveillance? Est-ce que tu es en train de faire de la bienveillance? À ton endroit? À mon endroit? Toi, non. Toi, non. Enfin, amusez-vous bien, puis si les Chiefs gagnent, on revisitera. On saura. Non, c'est ça. On le saura. Hein? Qui mène? OK, aujourd'hui, plus que 2 matchs avant la pause. Justement, les 2 matchs du week-end du Super Bowl. Le match en après-midi, faites pas le saut. Je parle bien sûr des matchs du Canadien. Le meilleur espoir du hockey. Et êtes-vous prêts pour les 4 nations? C'est tellement hockey, épisode 378.
avec vos deux journalistes affectés aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin et M. Alexandre Gascon. Les gars, allô? 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 Considérez-vous salué. Voilà, nous le sommes. Je m'appelle Alexandre Coupal. Non, on en parlait avant de savoir que c'est sûr que ça avait des journées qui ont pas joué, donc il allait être fresh. Puis nous, on est arrivé tard hier soir. Donc c'est plus de savoir que il y avait une tempête de l'adverse qu'on devait arrêter. Puis après ça, je pense qu'on a fait une bonne job de recommencer puis trouver notre game. Mais comme j'ai dit, il y avait des moments où on les a redonné le momentum. Mike Madison, après le match, la défaite contre les Kings, on pourrait dire après ce voyage californien, parce que c'était le dernier match de cette escapade. Escapade qui était, revisitons-la brièvement, prenable. C'était prenable. On dit souvent, les voyages en Californie, c'est difficile. Celui-là, le Canadien a le don d'avoir de la difficulté à Los Angeles. Ouais. Mais, contre une bonne équipe, là. Oui, mais quand même qui n'était pas non plus sur une aire d'aller extraordinaire. Qui marquait aucun but puis qui en a compté 6 contre le Canadien. C'est ça, exactement. Voilà. Ça fait du bien, ça. La preuve est dans le pudding. Ouais. Alors oui, dans ce sens-là, c'était prenable. Je pense que le Canadien aurait pu revenir de Californie avec 4 points. Au moins. 4 points au lieu de 2. Ça lui aurait donné des chances parce qu'au classement, c'est assez... le Canadien, pour l'instant, est en mauvaise posture. Je regardais les pronostics de MoneyPuck qui donnent un peu moins de 4% des chances aux Canadiens de participer aux séries éliminatoires, alors que la plus récente lancée des Red Wings de Détroit leur a donné 50% des chances de participer aux séries. Donc, si le Canadien veut se maintenir, il y a... Non seulement les matchs du week-end vont être extrêmement importants, mais je pense qu'il y a eu un manque à gagner lors de ces matchs-là en Californie. Ouais. Un des seuls trucs qui favorise le Canadien par rapport à cette course aux séries-là, c'est qu'il affronte une des moins puissantes compétitions d'ici la fin de la saison. Il y a le site Tankathon qui est prisé par les amateurs, surtout pour faire des simulations là, de bowling. Pour la loterie, oui. Ouais, mais en as-tu fait une? Non, je pense qu'on peut en faire une. Est-ce qu'on peut en faire une? Je pense que j'en ai comme jamais fait. Point. Jamais fait. Jack, tu en faire une en régie et tu nous donneras le... Jamais fait de résultat, parce que les gars, je ne veux pas imposer ça aux gars, là. Alors, le Canadien, donc, Tankathon vous donne la difficulté de la compétition pour chacune des équipes d'ici la fin du calendrier. Alors, le Canadien est 25e, dans le sens que c'est relativement, je vais le mettre entre guillemets, facile. Là. C'est un des horaires les moins chargés, le moins de puissance à affronter et plus de clubs un peu plus faibles. Et les Wings ont à l'inverse, ont la fiche, ont la compétition, la compétition la plus ardue à se coltiner et par une bonne marge d'ici la fin de la saison. Ça vaut ce que ça vaut, n'est-ce pas? Et puis la séquence des Wings, c'est depuis l'arrivée en poste de McLellan. On voit ça souvent, Martin nous en parle toujours, là, le fameux rebond au classement. La courbe du nouveau. La courbe du nouveau, c'est joli comme terme, j'adopte. Quand un nouvel entraîneur arrive, il y a un petit sursaut d'orgueil de la part d'une équipe et après, on revient à la normale. Pour les Wings, c'est pas ce qui s'est produit. Là. 15 victoires en 20 matchs, 15-4-1 depuis l'arrivée de McLellan, c'était le 27 décembre, au tout premier rang de la Ligue nationale pendant cette séquence-là. Un collègue de Détroit, Prashant Iyer, notait hier que depuis l'arrivée en poste de Todd McLellan, le capitaine Dylan Larkin connaît ses meilleurs moments en carrière. Alors, il est 5e dans la Ligue nationale pour les buts. Il a 11 buts en 20 matchs. Il est 7e pour les points avec 24 points en 20 matchs. Alors, il génère beaucoup de buts attendus par lui-même. Il excelle au cercle de mise en jeu. Donc, il est au sommet de sa forme. Puis, c'est toujours un joueur, Dylan Larkin, qui a été identifié comme étant un très, très bon joueur, mais plus ou moins bien entouré. Mm-hmm. Puis, pour cette raison-là, c'était pas clair que c'était un joueur de la fine élite. T'sais, c'est un premier centre, mais à quel point c'était un premier centre par défaut ou le syndrome de Thomas Plekanec. Oh non, bien meilleur que ça. Mais c'est un gars qui est dans la qualité quand tu poses de la Nick question. Suzuki. C'est ça, oui. Mais là, pour l'instant, c'est ça. S'il y a une personne qui profite de ce second souffle-là suite à l'arrivée d'un nouvel entraîneur, c'est bien lui, puis ça tombe bien parce que c'est leur centre de concession. Moi, ça me fascine. J'y crois pas beaucoup à cette équipe-là, personnellement. Ils sont en train ils s'en foutent, visiblement, de ce que je pense. Mais cette brigade défensive-là m'inspire très, très peu. Ah. Je
j'ai de la difficulté à comprendre comment tant mieux pour eux, là. Ils sont vraiment sur une belle séquence depuis. Ça fait on parle d'un quart de saison, 20 matchs. Mais vous regardez ça, le Ben Charrot, qui est pas. C'est plus que, comme la vieille jument, un peu, là. Il n'est plus ce qu'il a déjà été. Ce n'est plus ce que c'était. Oui, exact. Et puis, il y a Moritz Seider qui, évidemment, et particulièrement en ce moment, est au sommet de son art. Mais sinon, vous regardez le reste de la défensive. C'est sûr que Simon Edvinson fait partie du futur, puis joue lui aussi du bon hockey. Mais Charrot, Petrie qui est blessé pour l'instant. Un troisième duo composé d'Eric Gustafsson et Justin Hall, l'ancien des Leafs, Albert Johansson, tout l'ancien ça. du Canadien. Gustafsson. Oui, Gustafsson. Gustafsson, Charrot, Petrie, Gustafsson. C'est quand même pas On l'avait! On l'avait! Il était à nous. Il nous a permis de se rendre en finale de la Coupe Stanley. On les avait! Donc, ça me laisse un peu froid et puis je me dis que ça va finir par les rattraper. Mais ça okay. Rappelez-vous, Eric Gustafsson est entré dans la formation en séries éliminatoires en 2021. Je me souviens pas, honnêtement. Au 5e match contre les Leafs. Et c'est là que le destin a basculé. Exact. Mais blague à part, il n'y a pas là, parce que c'est vrai que sur papier, c'est pas du tout enthousiasmant, mais il n'y a pas là, c'est un sujet qu'on a déjà visité, mais ça prend un équilibre des vieux, jeunes. Ça prend un équilibre gauche-droite aussi. C'est des choses à améliorer chez le Canadien. Ben, on est en droit de se demander si l'audition actuelle de Logan Mailloux ne vise pas justement à corriger cet aspect-là en termes de défenseur gaucher droitier. Je trouve ça quand même intriguant parce que Jayden Struble a été muté sur le deuxième duo face aux Sharks de San Jose. Donc, il s'est retrouvé à la gauche d'Alexandre Carrier. Finalement, il s'est ramassé à jouer 16 minutes puis il a été laissé de côté au match suivant. Alors, est-ce que, dans le fond, c'est un gars qui a très peu de marge de manœuvre par rapport à certains de ses coéquipiers, mais là, on a décidé de le remplacer par Logan Mailloux. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mailloux n'a pas mal fait contre les Kings. Non, dans un match difficile pour son équipe. Ouais. C'était garder la tête hors de l'eau. C'était plus ardu pour le duo Savard-Jacquet. Ah oui, ça a été difficile. Mm-hmm. La première minute 40 de ce match-là, je me souvenais pas d'avoir vu ça récemment. Là. Une domination aussi intense. Tu sais, c'est comme les combats de boxe qui se finissent au premier round. Ouais. Tac, 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 tac. Puis là, il aurait pu passer le chaos. Oui, absolument. Honnêtement, on aurait dit deux équipes. C'est comme des bantams qui jouaient contre des pee-wee. C'était vraiment. On aurait dit que c'était pas des équipes de la même ligue. Là. Ça s'est replacé par la suite, mais ça a été difficile. Puis je disais, dans le début de semaine, selon moi, le Canadien devait aller chercher 2 matchs sur 3 absolument en Californie. En ce sens, je me doutais que ça allait être difficile à Los Angeles. En ce sens-là, le match contre Anaheim était crucial, à mon avis. Et puis, c'est un peu là où on en est. Puis même si le Canadien est aussi proche du dernier rang de sa division que d'une place en séries éliminatoires en ce moment. Il est à 6 points de plus que les Sabres, 6 points de moins que les Wings qui sont dans le dernier laissez-passer. Alors, je pense qu'on peut dire que les séries éliminatoires... ce serait des chimères. Là. On est à l'extérieur. Nous sommes à l'extérieur et nous regardons en dedans. Hein? C'est pas beau, ça? Ouais. Vive les anglicismes inventés. Selon Tankathon, selon la simulation Tankathon, merci, Jack. Le Canadien repêcherait 12e. Voilà. Puisque je l'avais annoncé, je le dis. Pour aller chercher Caleb Desnoyers, peut-être. 12e. Difficile. Ça pourrait être ça. Mettons 8 à 12 Desnoyers, peut-être. Jack suggère Carter Bear. C'est une option. Je pense pas que c'est sa suggestion. Ah, OK, d'accord. Personnel. Jack. Hein? Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Merci, mon vieux. Je lisais Harpen, que je salue aussi. Je suis dans les salutations. Je salue tout le monde. Ça fête aujourd'hui, en plus. Non! Pas d'âme! Je sais pas. Wow. Bonne fête. Est-ce qu'on a un jingle de bonne fête? Non, là, ça fait pas. Bonne fête, Harpen, qui écrivait en substance que on est dans ce crunch-là de ce que l'on parlait en début de saison, à savoir comment l'équipe allait se comporter quand les matchs allaient être significatifs. Je dis pas que les matchs du mois d'excellence, on va l'appeler comme ça, et on va en parler au passé. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des matchs significatifs dans cette période-là, mais veux pas, là, c'est exactement ce qu'on a vu en Californie. Est-ce que les matchs du week-end sont équivalents en termes de signification ou déjà l'occasion est ratée? Là, c'est encore important. Les matchs du week-end, le Canadien a accompli une partie de son objectif, à savoir, il dispute des matchs significatifs beaucoup plus tard dans la saison que ce qui a été le cas dans les dernières années.
Et puis, effectivement, si d'aventure, il réussit à engranger 2 victoires en fin de semaine, il pourrait continuer à en disputer d'importants, quoique, tu sais, assez éloigné d'une participation en séries éliminatoires, mais pas loin de ce portrait là, dont on parlait. Alors non, je pense que partie de l'objectif est atteinte, mais ça s'éloigne rapidement aussi. Je suis pas sûr qu'en mars, d'après moi... Au-delà des prévisions, là, Oui. Qu'est-ce qu'on apprend de cette équipe-là en ce moment? Qu'on a besoin d'un joueur de centre. Puis que le deuxième trio n'est pas à la hauteur. C'est problématique également. Une des choses qu'on apprend, c'est que la minute que Lainé tombe au neutre, c'est difficile de lui trouver une place. Ou une utilité. Oui. Ça, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Ouais. Ça, c'est un enjeu. Je pense que le Canadien retombe aussi un peu dans un mauvais pli plus tôt en saison où ses unités spéciales vont définir son succès. Alors, si son avantage numérique ne produit pas, puis si l'infériorité numérique ne ferme pas les valves, à ce moment-là, ils sont vraiment dans le trouble à 5 contre 5. Donc ça, on revoit un peu un comportement qu'on identifiait peut-être dans le premier tiers de saison. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a appris par rapport à cette équipe-là. Puis, je ne sais pas à quel point la faute revient aux joueurs ou aux entraîneurs, mais quand tu as un début de match comme celui face aux Kings, dans une rencontre qui est aussi importante pour l'avenir, du fait justement que c'est une équipe qui est censée jouer des matchs significatifs à l'heure actuelle, ben, tu commences le match et tu n'es vraiment pas prêt. Alors, au niveau de la préparation, de l'approche, est-ce que tu es prêt puis si tu es vraiment sur le bout des orteils dès la mise en jeu initiale? Ben, dans le cas de ce dernier match-là à Los Angeles, c'était clairement pas le cas. Puis je trouve ça un peu... Moi, ça m'agace que dans un contexte aussi crucial où le Canadien se bat déjà pour sa vie, qu'il ait abordé le match face aux Kings de cette manière-là. Ça, c'est un signe, je pense qu'on apprend que cette équipe se définit encore par son immaturité. Ça en est un signe, je pense, d'immaturité, de ne pas être prêt pour amorcer un match et aussi... Ça écoute pas. De retomber dans des travers qu'on croyait maintenant évacués de leur jeu. Et après une aussi belle séquence de plus d'un mois, de retomber à peu près où on en était en termes de façon de jouer, là, de porosité, puis de défaillance, ben, ça aussi, c'est un signe d'immaturité, selon moi. Alors, on apprend, ou du moins, on se fait confirmer le fait qu'il y a encore des gains à faire de ce côté-là. Jusqu'à quel point il y a une corrélation à faire, que ce soit en termes d'impact ou que ce soit en termes... là, ça va être compliqué, là. Soyez concentrés. Là, je sens ça compliqué. Là. Vas-y. Que ce soit en termes d'impact, donc de résultats sur la patinoire, ou encore que ça incarne une ambiance générale. Alex t'a écrit sur Lane Hutson cette semaine. T'sais, on pense que Lane est peut-être un peu fatigué. Ce serait normal, on le serait à moins dans les circonstances. Donc, la question est en 2 temps. Est-ce que la baisse de régime de Lane est un facteur important dans la baisse de régime de l'équipe? Et l'autre volet, c'est est-ce que c'est pas un peu tout le monde qui est fatigué? T'sais, ça a été quand même une séquence aride, puis ça fait partie de la vie. Il y a quelque chose là de vrai. Là. Moi, je suis fatigué. Quand ça fait longtemps, je suis fatigué, puis des fois, je l'échappe. T'es peut-être pas le même athlète que Mike Matheson non plus. Non, mais je fais pas, c'est ça, j'en fais beaucoup moins aussi. Oui. Ben, donc, à mon niveau. On a parlé beaucoup de l'horaire du Canadien, qui était particulièrement difficile, c'est vrai. Ça reste qu'on peut pas s'en servir comme excuse pendant trop longtemps. Pour essayer de comprendre. Oui, ça peut expliquer en partie, sauf que les bonnes équipes ou les équipes ils connaissent ça, des passages à vide. Connaissent des passages à vide, mais arrivent à les freiner plus rapidement. Et surtout, vont en arriver à maintenir un certain niveau plancher, on pourrait dire, de performance, même quand ils traversent des périodes difficiles et que les joueurs sont fatigués. Donc, c'est d'en arriver à atteindre un certain standard, d'être capable de ne pas descendre en dessous d'un certain seuil de rendement, même quand tout le monde est un petit peu magané, parce que c'est le cas chez le Canadien, il y en a beaucoup, et que l'horaire est compliqué. Ça reste que Montréal joue dans l'association Est,
où le voyagement est beaucoup plus simple que ce qu'on C'est une balade. Ben là, cette année, honnêtement, tu compares avec Ottawa, puis je pense qu'ils font quelque chose comme 10 000 km. 10 000 km de plus. Là. Donc, le Canadien a un peu un horaire d'une équipe de l'Ouest cette année. Sauf qu'il y en a 16 qui font ça à tous les ans. Et qui se plaignent pas. Ou pas tant. Ou enfin, Donc, on les écoute pas. On les écoute moins. Mais c'est pour ça qu'on peut pas se servir de non, ça mais comme c'est pas excuse. ça que je dis. Mais est-ce que ça explique en partie? Peut-être, sauf que ça devrait pas... Ça devrait pas expliquer l'entièreté de la glissade. À un moment donné, il faut que tu sois en mesure de freiner ça. Parler de fatigue, je l'ai constaté, c'est beaucoup d'amateurs détestent que ce point-là soit soulevé en disant c'est des joueurs de hockey, c'est ça qu'ils font dans la vie, puis toutes les équipes passent à travers, tout le monde joue 82 matchs, vous connaissez le cliché, etc. Là où je te rejoins dans une certaine mesure, c'est que le Canadien, les signes de fatigue, c'est pas que là, ils sont fatigués, c'est qu'ils ont gaspillé beaucoup de cartouches durant leur séquence difficile, durant la séquence particulièrement éreintante, pour pouvoir aller gagner des matchs, puis vraiment s'élever pendant un court laps de temps au-dessus de la mêlée. Mais sauf que ces ressources-là, ils les ont perdues, puis ils ont simplement pas eu l'opportunité depuis ce temps-là de pouvoir faire le plein. Mais parce que là, tu regardes, leur horaire est redevenu normal. Il n'y a rien de particulier. C'est de la fatigue accumulée. Ben, il y a de la fatigue accumulée, il y a de la fatigue mentale. Le soleil se couche tôt, il y a moins de lumière. Il y a moins de luminosité. Il faut pelleter. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui sont également hypothéqués au point où des bobos accumulés. Par exemple, il y en a plein. Je pense que Savard aussi. En tout cas, il y en a plusieurs. Alors, mais cela étant dit, je pense que c'est pas une excuse, mais je pense que ça contribue à expliquer. Oui, exactement. Puis moi, je pose la question. Je dis pas que c'est ça qui est ça. Mais je me dis, ce serait normal. Ça fait partie des choses. Puis, tu dis, Alex, les bonnes équipes réussissent à tempérer ça. Mais si le Canadien n'a pas son début de saison catastrophique, la séquence en ce moment, elle n'est pas catastrophique. Là. C'est un pas de recul. Ils ont perdu 6 matchs sur 7. C'est mauvais. Mais si ça se replace, ça devient un passage dans la saison. Là, c'est juste que dans les circonstances, c'est un passage qui vient annuler un peu tout le rattrapage qu'ils ont fait en raison de ce mauvais début de saison. Mais bref, c'est pas une opinion, c'est plus que je m'interroge. Et dans le même ordre d'idée, je dis pas du tout là, que la baisse de régime de Lane Hutson est un facteur. Mais reste que ils avaient un jeune défenseur ultra dynamique qui, là, comme n'importe qui, est un petit peu... c'est ça. Dans son cas, c'est peut-être pas comme n'importe qui parce que ça demeure un saut, une adaptation difficile à faire de passer de la NCAA c'est dans ce à la Ligue sens-là nationale. que je dis ça. Lui a 20 ans. Pèse 160 livres, n'a pas des ressources... Il est tout petit. Non, mais c'est sûr que ça aide pas. Il n'y a pas des ressources physiques illimitées, quoique il y a tout un moteur, là, puis des capacités cardiovasculaires hors de l'ordinaire. Néanmoins, il commence à se faire frapper un peu, ce qu'on voyait très peu pendant les 40 premiers matchs de la saison. Là, il s'est fait pincer quelques fois. Ça, c'est juste... Tu sais, la fatigue, ça se manifeste généralement par... des mauvaises décisions, puis ça vaut pour tout le monde dans toutes les sphères de la vie. Je prends des mauvaises décisions, peu importe. Oui, mais ça, c'est ton mauvais... c'est ton jugement qui est pas c'est autre chose, exactement. Ouais, c'est ça. Et ça se peut aussi. Mais généralement, quand on est fatigué, une des premières conséquences de ça, tes capacités cognitives sont moins affûtées, puis tu vas pas prendre la bonne décision au bon moment, surtout si tu as à traiter beaucoup d'informations en peu de temps. Puis c'est un peu ça qu'on voit chez Hutson, je pense, se fait pincer un petit peu plus. La débauche d'énergie qui doit justement laisser aller pour défendre comme il faut contre des très, très gros messieurs, ça devient un petit peu plus compliqué. Peut-être que ça s'est replacé un peu en Californie, mais c'est normal aussi pour un gars qui a joué 47 matchs l'année dernière entre le mois de septembre puis le mois d'avril. Donc, sur une bien plus longue séquence. Là, il est rendu à quoi? 54, le Canadien? Mm-hmm. Donc, plus en beaucoup moins de temps. Ça le rattrape probablement un peu. La pause va lui faire du bien à lui comme à d'autres, mais c'est sûr que ça aide pas. Ça participe de cette explication-là qu'on cherche sur le Canadien. Mais dans le cas de Hutson aussi, tu dis, il était tellement dynamique. Il y a aussi le fait qu'au début, ça va paraître étrange, mais il l'était un peu trop. En le sens qu'il avait une dépense d'énergie puis un côté virevoltant qui était certes spectaculaire, mais à un moment donné, il s'est rendu compte
que des fois, il y avait des trucs qu'il faisait qui ne fonctionnaient pas vraiment, puis qu'il avait avantage à mieux cibler ses moments. Pour, par exemple, essayer de faire une feinte des épaules ou de la tête pour essayer de déjouer un adversaire un peu passer la ligne bleue. Dans quel moment il va décider de descendre dans le fond de la zone, etc. Alors, il a appris aussi à mieux gérer les moments où il faisait ces choses-là, entre autres, de façon à conserver ses énergies et également parce que des fois, il va poser des gestes qui vont juste ne pas être efficaces. Même s'ils sont spectaculaires, il ne s'approchera pas d'une chance de marquer pour son équipe. Alors, il a apporté une certaine correction qu'on pourrait identifier là, à partir du match contre les Pingouins à Pittsburgh au début novembre. Alors, il s'est mis à avoir un jeu un petit peu plus... sobre. Un petit peu plus sobre. Ça ne le sera jamais complètement, heureusement. Mais je pense que si on a en tête son effervescence des premiers matchs de la saison, puis qu'on compare ça aujourd'hui, c'est vrai que la fatigue doit rentrer en ligne de compte, mais il y a aussi le fait de dire, est-ce qu'il y a des soirs où moins c'est plus, moins c'est mieux, tu comprends? Ouais. Alors, je pense que ça aussi, c'est pas le seul facteur, mais je pense que ça participe à l'impression qu'on a quand on regarde Hudson jouer. Vous pouviez... il y avait une partie de ça qui se retrouvait dans mon texte cette semaine. Alex, puis il disait, je pense que j'essayais de créer quelque chose à partir de rien dès mes premières présences au début de la saison. Ça sert à rien. Les équipes sont trop bonnes en défense. Tu perds de l'énergie. Ça n'a aucun sens. Maintenant, si je vois une occasion de sauter dans l'action, j'y vais. Sinon, je reste patient. Tu veux essayer des nouvelles affaires, mais tu dois simplement prendre ce que le jeu te donne. Alors, il y a beaucoup des enseignements de Martin Saint-Louis là-dedans aussi, qui, lui, a un peu... d'ailleurs... il t'a reviré de bord. Non, mais il a un peu balayé du revers de la main l'idée que c'est donc difficile, cette adaptation-là du collège à la Ligue nationale. Parce qu'il dit, quand tu es à l'université, tu t'entraînes lundi, mardi, mercredi, jeudi. Puis oui, tu joues juste 2 matchs par semaine. Moi, je pense que... Bon, je ne l'ai pas fait, cette transition-là. Il est mieux placé que moi pour le savoir, Martin. Mais ils le disent eux-mêmes, les joueurs, et Saint-Louis aussi. C'est pas la même chose. Là. Il y a des répétitions que tu ne peux pas retrouver à l'entraînement qui sont dans un match. Le stress d'un match, veut pas. C'est sûr que ça pèse sur les épaules. La foule, l'énergie, l'électricité, le fait de se faire frapper quand tu es à l'entraînement. Le prix physique. Le prix physique n'est pas le même. Les petits coups là, qu'on voit pas tout le temps, là, mais hop, en arrière des mollets, puis ça finit par s'accumuler. Alors, disons que j'en prends et j'en laisse dans cette analyse de l'entraîneur. Bon, je redémarre avec autre chose aussi qui était dans le texte de Arpon Bassou. Puis ça fera le point là, sur l'actualité du Canadien. Arpon s'interrogeait, ou enfin... s'interrogeait à savoir si les 2 matchs du week-end allaient avoir un rôle à jouer dans la stratégie du Canadien. À l'aube. On dit à l'aube. On n'est pas si proche que ça de la date limite des transactions. On était à 1 mois. Puis, moi, je viens de découvrir que pendant les 4 nations, il n'y a pas de... Il y a pas de gel. Là. C'est pas comme dans le temps des fêtes où... donc, il peut y avoir du mouvement. Je l'ai dit, il n'y aura pas d'évaluation. Là, ou enfin, il n'y aura pas de... Il ne se passera rien avec les équipes. Il ne se passera rien. Je vais recevoir un mémo de la Ligue nationale. On a quand même eu droit à un avant-goût, une mini date limite des transactions. Il y a eu une semaine où la semaine dernière a été foisonnante en termes de transactions. Parce que il y avait du hockey à jouer avant les 4 nations. Et je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup là, en fin de semaine. Ou enfin, je pense que cette période-là a eu lieu. Il y en aura une autre. Peut-être que ça va exploser aussi au retour du tournoi. Parce que les équipes vont pouvoir se parler, puis enfin, on va pouvoir... Ce qui va exploser, c'est qu'il y a plusieurs équipes, dont le Canadien, qui, à mesure qu'ils s'approchent de la date limite des transactions, vont avoir plus de clarté par rapport à leur situation au classement. Pour l'instant, il y a des acheteurs et des vendeurs, il y en a moins qu'il va y en avoir dans 3 semaines. C'est ça. Alors, en ce sens-là, pensez-vous que les décisions sont pas mal prises chez le Canadien ou non? Justement, il y a encore du temps. Il y aura du temps au retour du tournoi, de la confrontation, je vais l'appeler comme ça. Et que on va suivre, c'est ça, on va se rendre le plus loin possible.
Le Canadien a 12 choix au repêchage pour... C'est pas beaucoup. C'est énorme. Pour le prochain encamp. Je ne sais pas si c'est suffisant. Il repêche environ 11 joueurs par année depuis quelques saisons. Ça m'insécurise. Il y a une limite de 50 contrats dans la Ligue nationale. Donc, ça fait un temps, je pense. Et d'échanger David Savard pour un choix de 5e tour... Mais disons qu'ils perdent les 2 matchs en fin de semaine. Oui, mais mettons qu'ils perdent les 2 matchs en fin de semaine puis qu'ils s'éloignent d'ici le 7 mars encore plus d'une place en séries éliminatoires. J'ai l'impression que ça prendrait une offre assez mirobolante pour sortir, mettons, Mike Matheson de Montréal. Je serais surpris qu'il parte. Ouais. Et peut-être Jake Evans. Si, par exemple... Je sais pas, si par exemple, on tente de négocier un peu plus avec lui, on voit qu'on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde, ça pourrait peut-être précipiter son départ. Ouais. Mais c'est à peu près la seule chose, parce que si Evans, je vais utiliser le terme raisonnable, là, se montre raisonnable dans ses demandes, j'ai l'impression que le Canadien a quand même un désir, de l'intérêt, de l'affection. Pour le conserver à Montréal. Peut-être que lui vaudrait un choix de 2e tour, mais en ont-ils vraiment besoin? C'est pour citer notre confrère Pierre-Yves McSween. Qui cartonne, hein? Il cartonne. Depuis son retour dans le giron radio-canadien. On le salue. Et en plus, on a un style similaire. Quoique là, je me suis coupé les cheveux, mais les lunettes, la coiffe, tout ça, il y a des gens qui ont fait des séparés à la naissance. Là, tu vois, je l'apprends. Oui, bref. Je ne pensais pas. Et tout ça pour dire, en tout cas, moi personnellement, je trouve pas que le Canadien a intérêt à se débarrasser de ses vétérans pour aller chercher des choix de 3, 4, 5e tour au point où ils en sont. D'accord. Très bien. C'est ce que j'avais à dire. Marc-Antoine, as-tu un mot sur la stratégie qui est en développement chez le Canadien? Je suis tout à fait d'accord avec Alex par rapport au fait que les négociations du nouveau contrat de Jake Evans vont être un facteur dans les décisions. Puis je me pose la question à savoir si, dans l'éventualité où on réalise qu'un nouveau contrat avec Evans n'est pas possible et qu'on le met sur le marché des transactions, est-ce que ça fait en sorte qu'automatiquement, Armia est aussi mis sur le marché des transactions? C'est-à-dire, est-ce que c'est pertinent de retenir les services d'Armia pour le reste de la saison si tu échanges Evans? Parce qu'à mon sens, il y a une bonne partie de la valeur de ces gars-là qui vient du fait qu'ils viennent presque en unité de 2 cette année. Sur le même trio, la même unité en infériorité numérique où ils cartonnent, pour reprendre ton expression. Mais à partir du moment où tu retires Evans de l'équation, est-ce que finalement, à quel point c'est pertinent de garder Armia? T'sais. Alors... et ce duo-là, et encore là, je fais du pouce. Finalement, c'est Harpen qui anime aujourd'hui. Je fais du pouce sur ce qu'il écrivait. Ce duo-là, imagine si tu mets le duo, si quelqu'un peut se payer le duo, c'est comme le meilleur duo en désavantage numérique. C'est le duo le plus utilisé à travers la Ligue nationale parmi tous les attaquants. Evans est le joueur... Ça, c'est peut-être que... Evans est le joueur qui, selon les statistiques de Sportslogic, a le plus de temps de possession de rondelles en infériorité numérique. Puis de loin, là. De loin. Fait que, tu sais, ça, je trouve que... Par minute jouée ou au total? Au total. Oui, parce que il est le plus utilisé. Oui, mais donc, je veux dire, il est dans les 5 minutes quelques, puis le deuxième est dans les 3 minutes quelques. Okay. Tu sais, il retient. Et ça, c'est... Ça, c'est une façon, mais la façon dont ils défendent ou ils utilisent la rondelle en infériorité numérique, c'est frappant à Armia et Evans, comment ils ne se contentent pas de rejeter la rondelle dès qu'ils en ont l'occasion. Ils lèvent la tête, ils la retiennent, ils la passent, puis on conserve la possession le plus longtemps possible. Puis honnêtement, tu te dis, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus d'équipes qui agissent de cette manière-là et pourquoi ça n'a pas été fait avant? Mais ça leur sourit, c'est très efficace pour eux et ça leur permet également de générer des chances de marquer eux-mêmes. Alors, mais c'est ça, je reviens à mon point initial. Si Evans, finalement, est mis sur le marché des transactions et est échangé, est-ce que c'est vraiment pertinent de retenir Armia? Pas sûr. Mais en ce sens-là, là, dans l'objectif où tu vas être une équipe compétitive l'année prochaine, là, si tu échanges Evans puis Armia, je veux dire, on reste dans l'éternel recommencement. Puis ça a été un des 4e trios les plus efficaces, je pense, de la Ligue avec Emil Heinemann, que tu peux retrouver incessamment, probablement au retour de la pause des Allez le chercher en auto, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À sa porte. Bouge pas. Marche pas dans la vie. S'il vous plaît. Mais si le Canadien veut être compétitif, il va avoir besoin de joueurs comme ça
pour jouer sur son 4e trio l'année prochaine et de monter, je sais pas moi, Owen Beck à temps plein et ou Joshua Roy sur un top 9 ou peu importe, là, imaginez ça comme vous voulez. Si il veut être compétitif, ça va lui prendre des joueurs de cet ordre-là. Et puis, s'il perd ceux-là, il va falloir qu'il en trouve d'autres. Oui. On a déjà parlé d'Alex Kerfoot, par exemple, une espèce de centre de 4e trio qui peut jouer à l'aile aussi, assez polyvalent. Mais il va falloir que le Canadien fasse cet exercice-là. Ces 2 joueurs-là, il les a, il les connaît. Ils sont probablement très à l'aise à Montréal, dans le marché, dans leur milieu, dans l'environnement, avec leurs coéquipiers. Alors moi, je privilégie. J'irai. C'est ça. Petit pot de beurre. Quand dépôt petit peu, ça va pas bien. Ça va pas bien. Non. Ça va bien. Alors, ce serait l'option que je préfère. Qui serait privilégié. Qui serait privilégié. Selon ton évaluation. Privilégié. J'aimerais mieux. C'est ça. J'aimerais mieux. J'aimerais mieux C'est ça, j'aimerais mieux. C'est ça, je veux. En ce sens, et là, je pensais pas qu'on épiloguerait autant là-dessus, mais les hausses projetées du salon plafarial, du plafond salarial, Jake Evans, c'est pas exactement le genre de joueur que ça avantage. Ben, parce que là, non. tu dis mais là, dans la mesure où ça va avantager tout le monde. Ça avantage tous les joueurs. Ouais. Mais les joueurs de cet ordre-là aussi, c'est que ça avantage les joueurs qui ont peu de comparables. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a quelqu'un qui, si ça ne convient pas avec toi, est-ce que je peux en trouver un autre? Les joueurs chez qui c'est difficile de dire oui, eux seront les plus récompensés. Ce sont eux qui vont bénéficier le plus. Mais là, ça, ce sont des joueurs élites, des joueurs élites, non? Ben, pas nécessairement élites, mais des joueurs qui sont meilleurs qu'Evans. Parce que si tu décides que dire passer un certain prix, Evans, ça ne convient plus, ben on se revire de bord puis on en trouve un autre. OK, mais moi, je pose la question dans le sens où est-ce que, disons que je l'aime, Jake Evans, je veux le mettre sous contrat. Oui. Là, j'avais un plafond à 2 millions à 85, je sais pas. Puis là, 88. soudainement, j'apprends que, l'année prochaine, je vais avoir plus d'argent. Alors, le 500 000 que je trouvais que c'était un peu trop, tu sais, entre 3,25 puis 3,75, maintenant, ou un truc de genre. Là, soudainement, et peut-être que je suis davantage disposé à l'allonger. Et si Evans teste l'autonomie... Oui, ça, c'est sûr. Et je pense que là, soudainement, les équipes qui font « Ah ouais, mais ça, c'est le profil qu'on a besoin. Idéalement, on n'aurait pas voulu payer 4, mais là, finalement, on a plus de moyens qu'on pensait. » Parce que c'est ça, là. On a plus de moyens qu'on pensait. Mais ça l'avantage un peu dans la mesure où le Canadien peut probablement bonifier un peu son offre, mais ce ne sera pas substantiel, selon moi. Et tu parlais de 4 millions, par exemple. Tu donnes un chiffre au dernier balado. Je disais ça, 4 millions, c'est trop. Donc, si... Mais la question, c'est un peu... Est-ce que dans la nouvelle réalité, ça a plus de chances d'arriver? Ça l'aide un peu. Que ce soit à Montréal ou ailleurs. Ça l'aide un peu, mais est-ce que ça peut créer aussi ça peut stimuler la gourmandise? Absolument, ben oui. De l'intéresser. Et si ça stimule trop sa gourmandise, ça se peut que son appétit soit plus grand que ce que le Canadien est prêt à lui offrir, tu comprends, pour le sustenter. C'est sûr que dans un plafond salarial de 104 millions comme dans 2 ans, si tu dis on renégocie un contrat de plusieurs saisons avec un joueur autonome en devenir, ben 4 millions sur 104, c'est ridicule. C'est pas 4 millions sur 88. C'est pas si grave. Mais je pense qu'en même temps, le Canadien, s'il aspire à devenir une meilleure équipe, doit aussi dire, ben idéalement, on garderait le maximum d'argent qu'on a à notre disposition pour de meilleurs joueurs. Des joueurs qui vont faire la différence. Et Evans, c'est un bon joueur. Je l'aime bien, puis j'aimerais mieux qu'il reste avec le Canadien. Mais tout le monde a son prix, puis je pense qu'à un moment donné, si le Canadien veut devenir une équipe à maillon fort, doit mettre son argent vers des joueurs de meilleure qualité. Mais lui va devoir déterminer si, par exemple, il décide s'il va tester le marché des joueurs autonomes, jusqu'à quel point les équipes vont surenchérir pour obtenir ses services et pourra-t-il vraiment aller chercher cet argent-là là, qu'il croit peut-être valoir. Donc, attendons, ça l'aide un peu, mais... Puisqu'on parle de ça, là, les 2 semaines de la confrontation, c'est pas comme un moment idéal pour régler ça? Oui. Ça pourrait, oui. Non, mais j'avais pas pensé, mais...
Ils ont juste ça à faire. C'est un dossier de régler si tu y parviens. Oui. On aurait dû commencer avec ça. Je sais pas. Il me semble qu'on... Je dis souvent ça. Je disais ça à propos de Joshua Roy. Je disais ça à propos de Lane Hudson. On capote pas assez, là. Ça manque de capotage. Ivan the Great. Ivan le Terrible. Non, mais bon sang de bon sang. Ivan Demigod. Demigod? Oh, wow. Comment ça, je l'avais pas entendu? Parce que je suis pas aux bons endroits. Ah non. Non, mais c'est toi, ça, ou c'est ça? Non, se dit? c'est pas moi. C'est pas moi. T'en rêves à dire pas la Je tiens à me paternité. dissocier. Je ne fais que répéter les cancans. Ivan Demidov. Hein? Hein? Mais voyons donc. Non. Il appartient aux Canadiens de Montréal? Non. Pensez-vous? C'est quoi ta question? S'il n'y a pas. C'est de la maladie, mentale. Ahuri. Moi, non, mais OK. Moi, je trouve ça emballant que, enfin, le Canadien ait ce type d'attaquant élite, de talent naturel. Je parlais il y a un instant de joueurs qui vont faire la différence. Lui, il a tout le potentiel pour être un joueur qui va faire la différence dans les matchs. Puis c'est le fun parce que les amateurs en rêvent depuis des années et des années. Puis selon toute vraisemblance, ils en ont un dans leur cours. Ouais. Je trouve ça... Emballant. Ah oui, absolument. Puis alors, ça va... Demidov, souhaitons-le, va être au sein de l'équipe dès la saison prochaine. Évidemment, il est utilisé à l'aile droite. Je ne sais pas si la lubie de vouloir en faire un joueur de centre va se concrétiser, mais j'en doute vraiment. Est-ce que c'est une vraie lubie, ça? Ça vient d'où? C'est parce que l'hypothèse a été émise parce que lui-même disait avoir joué dans des compétitions précédentes, des niveaux inférieurs également au poste de centre. Tu le regardes jouer, c'est un gars aussi qui aime attaquer par le centre. Il est confortable dans cette région-là de la patinoire. Les besoins du Canadien sont là. Alors tu dis, est-ce qu'il y a quelque chose là à explorer? Par contre, je pense que les dirigeants du Canadien trouvent que c'est un peu tard dans le processus d'un joueur que d'essayer de le former à cette position-là une fois qu'il est rendu dans la Ligue nationale. Mais même si il devait simplement rester un joueur, un ailier, ça demeure un gars qui est un excellent fabricant de jeu, extrêmement doué. Puis, c'est sûr que la KHL n'est peut-être pas une ligue du même niveau qu'à l'époque où Kirill Kaprizov avait établi ses standards de joueurs de moins de 20 ans. Mais là, il reste que Demidov a battu la marque de Kaprizov. Il s'est retrouvé maintenant, il est rendu aux dernières nouvelles 44 points en 50 matchs. 52. Et il reste des 52 matchs à jouer. Oui. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est la première fois que j'entends ça. Le niveau de la KHL a baissé depuis? Entre autres parce qu'il y a moins d'Européens qu'il y en avait autrefois. OK. Alors, c'est ça. Parce que c'est pas tout le monde qui va jouer en Russie, bien évidemment, pour des raisons extra-sportives, d'une importance. Ça a perdu de son attrait. Mais je pense qu'il a quand même un bagage d'outils qui est suffisamment impressionnant pour pouvoir imaginer que ce gars-là, tu vas pouvoir le transplanter dans la formation du Canadien, puis on aurait bon espoir que ce soit un joueur qui ait un point par match. Là. S'il vous plaît, faites-lui pas ça. Là. Essayez pas de le transformer en joueur de centre. Là. Non. On fait pas ça. On fait pas ça avec un jeune homme qui va avoir 20 ans l'année prochaine ou presque quand il va débarquer à Montréal. C'est trop tard. Ce passage-là ne se fait pas de l'aile au centre. Touchez pas à ça. Il est extrêmement talentueux. Puis je serais vraiment, vraiment très surpris que le Canadien essaie pour faire ça réellement. Ça s'est vu dans l'histoire récente. De l'aile au centre, et ça ne marche jamais. Non, mais... L'inverse peut fonctionner. À qui je pense? Mais, je sais pas, Drouin, Galchenyuk, les options sont... je pense à Drouin. Okay. Drouin là, qui arrivait, qui était une vedette joué offensive. Une bonne partie de sa première saison avec le Canadien au centre. Il a commencé avec Max Pacioretty. Absolument. Puis, le premier match, ils avaient connecté. Moi, je vais toujours m'en souvenir. Oui, à Buffalo. C'était écœurant. Le but de Pacioretty sur la passe de Drouin. Je me disais, wow, quelle bonne idée. Oui. Ça a été après ça, la chute. Et c'est le match où chez Weber a bloqué un tir de Jack Eichel. Et ça a été le début de ses pépins physiques qui, quelques années plus tard, l'ont mené à la retraite.
prématurément, dis-je. Mais donc, bref, ça ne marche pas et ça se fera pas. Galchenyuk, ça n'a pas marché. Drouin, ça ne marche jamais. Ça peut fonctionner, ça fonctionne dans l'autre sens, évidemment, mais on ne fait pas d'un ailier si tard dans le processus, justement, un joueur de centre. Et sinon, moi, je vais attendre de le voir. C'est toujours qu'est-ce que ça donne quand tu le transplantes en Amérique du Nord. Il est extrêmement talentueux, puis je pense que les amateurs ont raison de se réjouir. Puis c'est ça qui est le fun. C'est Canada. On peut penser que le CH tient là un des meilleurs joueurs offensifs des 10 prochaines années dans la LNH si tout se passe bien. Et c'est quand la dernière fois qu'on a pu dire ça? On n'a jamais pu dire ça. On n'a pas dit ça souvent. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont au-dessus de lui dans la liste des meilleurs joueurs à l'extérieur de la Ligue nationale. Il est peut-être le meilleur. Là. C'est ça. Ouais. Alors, non, c'est le fun. Puis dès la saison prochaine, ça va amener une dimension différente à cette organisation-là. Donc, mais ce qui est le fun avec lui, c'est que contrairement à Michkov, par exemple, qui n'a pas la meilleure des réputations... C'est revenu, d'ailleurs. Ouais. La dernière fois qu'on a parlé de Michkov, c'était pour dire finalement, c'est peut-être pas si pire. Non, chasser le naturel. Tout ce qu'on entend sur Demidov, c'est exactement l'inverse. Qui est professionnel, qui est rigoureux, qui s'entraîne, qui prend ça au sérieux, qui comprend que il y a une bonne bouille, en plus. Qui comprend que c'est une job, qui est affable, agréable avec ses coéquipiers. C'est pas un bonhomme égoïste qui pense juste à lui puis à faire des points. Il comprendrait, de ce qu'on entend, l'importance du jeu défensif. Donc, si tout ça s'avère, c'est un beau paquet, là. Parce que le paquet... C'est un branche et joue. Moi aussi, je ne... C'est un branche et joue. On espère que ce soit un branche et joue. Oui, exact. Donc, oui, c'est super emballant pour les amateurs, puis espérons qu'ils deviennent ce que les promesses laissent entendre. Réseaux sociaux, mais la question du public sur les réseaux, sociaux, tellement ok, oh yeah, tellement funky, ok baby, yeah. Wow! C'est la version pop-funk? Écoute, ça là, au Archambault, je sais pas dans quel... Tellement Alexandre Courteau va mettre ça dans son show dans pas longtemps. c'est nouveau son, un nouveau son. Un nouveau son, oui. Parce que pour être nouveau, c'est nouveau. Qu'est-ce que c'est ça, Jack? Voyons. D'abord, c'est encore une fois l'intelligence artificielle, j'imagine. On encourage l'intelligence artificielle. Ah non, Jack dit que c'est l'intelligence... comment, c'est quoi le... Humaine? Ouais, l'intelligence... Dieu merci. Pas artificielle. Humaine. L'intelligence. Guidée par l'humain. Okay. Ben, je sais pas. Hein? Est-ce que on va laisser le jury délibérer? Oui. Laissons les auditeurs choisir. J'aime ça, en tout cas. Moi aussi. Non, moi, je parlais que j'étais pas sûr. Je parlais de moi. Ouais. OK. Alors, on a demandé, parce que là, savez-vous, les garçons, là, on est à 1 an des Jeux olympiques de Milan, Cortina d'Ampezzo. Ben oui. Êtes-vous excité? Mais ça. J'ai hâte. Oui, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Et là, donc, on a demandé à ceux et celles qui suivent les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport de quoi ils ont... je vais reprendre le libellé, là, parce que je pense que j'y arriverai pas en paraphrasant. En paraphrasant, merci. À 1 an des Jeux de Milan-Cortina, regardez comme tout est là. Pourquoi je me casse la tête? À 1 an des Jeux de Milan-Cortina, j'ai hâte de voir le tournoi de hockey olympique pour... Alors, sur le Gram, Vincent dit « Relancer le débat interminable au sujet des gardiens du Canada. » Ben, c'est pas besoin, on va faire ça. Là. On fait ça dans 2 secondes. Restez là, Vincent. Hugo, sur le Gram, voir le Canada gagner un tournoi. Snake de papier, toujours sur le Gram, pour voir où on est rendu le niveau de hockey canadien versus celui des Américains. Et sur le Tube, on en a une. Et merci à David pour voir Poulain faire du Poulain, parce qu'évidemment, il n'y a pas juste le tournoi masculin. Et ça, je pense, c'est plus fiable. Poulain faire du Poulain que les autres remarques vis-à-vis le tournoi masculin. Mais bref, c'est notre façon de souligner là, ce compte à rebours en vue des Jeux olympiques de Milan, où je sais, là, puis je devine la réponse, là, mais l'engouement va être différent de celui pour les 4 nations.
C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Reste que ça commence la semaine prochaine. Il n'y a pas tant de gens, pas tant de joueurs qui se sont désistés. Il n'y a pas tant de... Quelques blessures, là. Ouais, mais tu sais... Pendant quelques jours, on s'est posé la question à savoir si Mitch Marner allait devoir déclarer forfait parce qu'il a subi une blessure. Il a été à l'écart des activités des Leafs pendant quelques jours, mais finalement, il est revenu au jeu jeudi soir face au Kraken de Seattle. Alors, sa présence devrait être confirmée, ou en fait, du moins, bon, il devrait pas manquer le rendez-vous. Il y a plus d'incertitude, du moins au moment à l'heure où on enregistre notre balado, en ce qui a trait à Sidney Crosby. Alors, Sidney qui s'est blessé vraisemblablement à un bras mardi, ne s'est pas entraîné mercredi. Il ne s'est pas entraîné mercredi. Jeudi, il a patiné, mais il n'a pas patiné. Il n'a pas pris part à l'entraînement des Pingouins. Et puis, les Pingouins, vendredi, donc, doivent dévoiler, faire une petite mise à jour un petit peu plus claire par rapport à son état. Donc, ce serait plate vraiment que Sidney Crosby, s'il devait rater le rendez-vous, là, alors, s'il doit le rater, j'imagine qu'on va appeler Mark Scheifele. Probablement, oui. Et l'impact sera pas pareil. Non. Ça excitera pas les foules au même niveau. Ben, les Pingouins jouent vendredi, samedi. Je verrais mal Sidney Crosby dire « je vais me préserver pour les 4 nations puis je ne jouerai pas en fin de semaine ». Il me semble que c'est tellement contre-intuitif par rapport à ce qu'on connaît du gars. Mais peut-être qu'il y en a... Encore là, la situation évolue. Oui, exact. Peut-être qu'elle est rendue là dans sa carrière aussi. On parlait d'Evans tantôt, c'est ça, les situations évoluent. Oui, mais ce serait vraiment dommage de ne pas avoir cet avant-goût ou cette amuse-bouche avant les Jeux olympiques avec Crosby, McDavid et compagnie. Et puis l'autre décision que le Canada a à prendre, c'est par rapport à sa défense, évidemment, parce qu'on sait Pietrangelo, Alex préfère les vacances, n'est-ce pas? Ben, lui, c'est quand même spécial. Là. Il a déclaré forfait lui, 2 semaines à la Ligue avant. nationale, votre tournoi, ça ne m'intéresse pas. C'est un peu ça qu'il leur dit. Parce qu'il n'a pas arrêté de jouer là, avec les Golden Knights. Exact. Il se préserve pour... je me préserve. Se préserve pour la Coupe Stanley. Pour la Coupe Stanley. Ce qui est pas je me garde pour la Coupe. Tu vois, moi, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Puis ça envoie le message aussi que à la Ligue nationale que votre tournoi, je comprends, mais c'est pas la même affaire. En même temps, pensez-vous vraiment que Pietrangelo, s'il est sélectionné pour être de l'équipe l'année prochaine pour les Jeux, les JO, va 3 semaines, 1 mois avant dire non, moi, je me préserve pour la Coupe Stanley, je vais pas aux Jeux olympiques? Je suis pas dans ces caleçons, là, mais j'ai l'impression que c'est sûr qu'il serait là, qu'il ferait pas ça. Donc, mais il n'y a que lui qui... Parce si on veut mesurer, parce que tout le monde pourra... Il n'y a pas eu une hécatombe à ce niveau-là. C'est ça qui est réjouissant là, quand même. Il y a des joueurs qui se sont blessés pour vrai puis qui sont forcés de rater le rendez-vous. Markstrom, Miro Heiskanen. William Karlsson. Ouais. J'en ai quelques-uns. On a pas mal fait le tour. Quinn Hughes pourrait... Oui, lui aussi, c'est être. un cas incertain. Mais je trouve que la façon... Puis c'est drôle parce que Pietrangelo, j'avais participé à une discussion virtuelle avec Pietrangelo, entre autres. Puis bon, au moment de l'annonce des formations pour les 4 nations. Et donc, il était devenu en quelque sorte un porte-parole en tant que vétéran de qui était cette là, lui, équipe-là. à Sochi. Exact. Alors, tu sais... Il en parlait, il analysait son équipe, puis les forces, etc. Puis on va être bon, puis on est bien, on a de la profondeur. Mais là, finalement, on exclut la personne qui parle. C'est un peu ça. Ouais. Et qui va le remplacer? J'ai regardé jouer Drew Doughty mercredi, je pense pas que ça va être lui. Il est pas prêt? Ça m'étonnerait beaucoup. Ben là, c'est un peu embêtant. Étonnamment, tu sais, Evan Bouchard, évidemment, c'est pas le même profil de joueur. Non, mais c'est ça. Parce que là, les collègues de Toronto, vous savez comment ils sont, parlent beaucoup de Chris Tanev. Et là. Parce qu'eux, ils le voient dans leur soupe, là. Là, ça commence à être... Je comprends qu'ils jouent dans le centre du monde, là, mais il y a une limite. Là. C'est sûr que le soleil révolutionne autour de Toronto. Je comprends ça. Mais je serais quand même surpris. En tout cas, il me semble qu'il y a d'autres candidats potentiels. Mais ça illustre pas... De Booch Baum, Mackenzie Weegar... quand même, là, ça illustre pas quand même aussi ce qu'on devinait quand les formations ont été annoncées que la source... Il y en a des bons défenseurs.
Ben là, Mackenzie Weegar, que j'adore, là. Sélection canadienne, c'est... Ouais, vraiment. Ouais, c'est une sélection canadienne qui compte déjà Colton Parayko. Alors, il n'y a pas... c'est pas... Non, c'est pas l'équipe plus les de- grandes C'est la années. pas jument, là. 2014. Cite-nous la jument, Alex. C'est plus que... Ouais, non, elle n'est pas comme elle a déjà été. Elle n'est pas ce qu'elle a déjà été. La vieille jument n'est pas ce qu'elle a déjà été. C'est ça, là. As-tu des noms? Non, c'est dans les... Les Simpsons. les Simpsons. Ah, c'est ça le nom. C'était les La Simpsons. vieille jument Je n'est pas connais ce qu'elle a ça. déjà été. Non, Non. c'est dans les Simpsons. Alors, c'est la semaine prochaine. On va se mettre en mode Scat Nation. Oui. Ouais. On fait Ça va rien être que le ça fun. pendant Je suis 2 très semaines. content, Ouais, très ça va être le content, fun. moi, de couvrir ce tournoi-là. À chaque fois qu'il y a une convergence de talents au même endroit, tu sais, il y a rappelons-nous, en 2016, la fameuse Coupe du Monde, les gens avaient regardé ça avec mépris Ouais, en mépris. disant... Ah oui, Non, mais en disant c'est le que bon c'est juste une machine à imprimer de l'argent, C'est etc. obscène. Exact. Ben, moi, imbibé dans cette compétition-là, j'avais eu énormément de plaisir. C'est tellement bon joueur. Il faut pas bouder son plaisir. Non, je suis d'accord. Moi, je Puis honnêtement, l'ai déjà dit. le Canada-États-Unis du samedi soir au Centre Bell, ça devrait être le fun. là. Ça devrait, ouais. Ça devrait être le fun. Non, puis moi, je l'ai déjà dit, je pense que le potentiel de succès est plus grand là. Il suffit qu'aux Olympiques, il se passe quelque chose, on va avoir envie que ça recommence 2 années plus tard. Moi, ça, je suis... Puis il va se passer quelque chose aux Olympiques. C'est juste que là, on est dans le prologue, là. Ouais. Oui, exact. Puis, tu sais, peut-être que la prochaine fois, ça va être une Coupe du Monde au lieu d'une confrontation. Des de scores. Absolument. Tu sais, alors, C'est ça. parce que là, à un moment donné, c'est sûr que la Russie va finir par réintégrer le giron. Puis... Pas avant le mois de mai 2016. Fait que Ça, finalement, c'est la l'IHF, question du ça. public, c'était sur le tournoi olympique, puis on a parlé des 4 nations. Oui, mais c'est pas grave. Mais veux-tu pas qu'on... Ça va ensemble? Non, c'est vrai que ça Ouais. va ensemble un peu. Mais oui. Ah oui. Ça se peut-tu que Dobèche se ramasse devant le filet de la Tchéquie? Là, j'ai pu... OK, t'avais des bons sujets, là. OK, Attends ben là, un peu. parlons de ça. Ben, on a 1 an pour en parler, mais non, mais je trouve ça intéressant quand même. Je me suis posé la question l'autre jour, je me disais... Comme partant? Non. Non. Non, quand même pas, là. Peut-être C'est qui le meilleur gardien tchèque? Ah, là, je vous Ben là, il y a parle. Vejmelka est là. Vejmelka est là. Il y a Ouais, c'est il y a ça. Là, tu Dan veux pas- Vladar qui est là également. Je pense qu'il nous en manque un. Là. Ouais. Venez pour les je pense qu'il nous fines manque. Puis, analyses. évidemment, Dostal. C'est ça, Lucas Restez Dostal. Lucas c'est ça que- Dostal. c'est ça qu'on pour cherche. écouter des gars chercher sur Internet. Fait que, non, pour la répondre pas à ta si mal, question, quand même. Non, c'est bon. il pourrait peut-être être dans le top 3, On invente un genre. mais pas plus, tu sais, pas premier. Non, je pense que Dostal n'a pas à s'inquiéter de son rôle de numéro 1. C'est ça. Puis il y a des équipes aussi dans des tournois, parce que là, évidemment, les 4 nations, c'est une patente de la Ligue nationale. Mais le tournoi olympique, il y a certains pays qui quand même privilégient aussi les joueurs qui continuent d'évoluer Dans le dans championnat. le championnat national. européen, ouais. Donc, il y a peut-être des joueurs qui vont être privilégiés, qui jouent en Tchéquie ou qui sont des Tchèques qui évoluent dans d'autres ligues en Europe, sait-on jamais. Mais c'est ça, je trouvais ça intriguant. C'est dans 1 an. Alors, Ah ouais. à chaque semaine. Le décompte. Le décompte est commencé. Est-ce qu'on peut officiellement avoir annoncé. un genre en audio, un décompte audio? C'est comme Tout le long. tic jusqu'au jeu de Milan-Cortina. C'est assez. On a commencé en disant on va C'est faire assez. ce cours aujourd'hui. Comme à chaque épisode, ou presque. Est-ce qu'on a assez parlé de Lane Hudson? Parce qu'on peut continuer. là. Non, ça fait. On peut... Qu'est-ce qu'on peut... Ça fera. On peut. Oui. Il n'y a pas de... Les le échanges de studio Jake est libre. Evans aussi. Là. Jake? Non, mais Jake, on va attendre, là. Jake, va on attendre. a notre quota de Ouais. Jake, là. OK. Marc-Antoine Godin, tu es l'un de nos 2 journalistes affectés aux affaires du hockey et tu es emballé à l'idée de couvrir le tournoi des 4 nations. Oui. C'est tout cela. C'est est quand vrai. le premier match? C'est le 12, mercredi prochain. Ah oui! Ah, je pensais qu'il y avait un peu plus de temps que ça pour se préparer. Non. 2 jours ça va être- d'entraînement Alors, à Montréal. mardi- Lundi, mardi, d'entraînement à Montréal. Là, vous allez aller là. Mardi. Mais là, on fait rien que ça. Moi, je suis là lundi. Dès OK, lundi. parfait. Le mardi, t'es ici? T'es en studio? Mardi, ce sera l'ami Marc-Antoine Ah. et je vais prendre sa place Parfait. vendredi. Vas-tu être allé? Vas-tu pouvoir nous ramener des échos de vedettes? Je vais y aller après. Ah, zut flûte. C'est ça. Mais bon. C'est pas grave. Il y aura des échos de vedettes toute la semaine. Parce qu'il va y avoir de la grosse vedette, là. Oh oui. Mackenzie Weegar.
Colton Parayko. Travis Konecny. C'est qu'on est mauvais. Des fois. Alexandre Gascon, tu es l'autre journal. L'autre. Ben Moi, je suis non. l'autre. T'es le OG à Radio-Can. Oui. Ouais. Oui. Ouais, parce C'est bien. que Antoine est le OG. Sinon, C'est t'es bien sur le le beat. beat. Là. Sur le beat. Ouais. Vous êtes chacun OG dans Un peu votre... moins qu'avant, quand même. Non, même pas, mais tu restes. Je reste. Tu resterais quand même la un ado. génération Y. pareil. Voilà. Ouais. Alexandre Gascon, donc notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Hey, merci beaucoup, les gars. C'était bien le fun. Tout à fait, d'accord. C'est super. À la prochaine. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Bon Super Bowl, mon vieux. Vas-tu là? Est-ce que tu vas... Toi, parce que Jack, c'est un fait. Il a son équipe. Son équipe est jamais au Super Bowl. Non. Mais il le regarde quand même. Ben bon, on t'en souhaite un bon. On vous en souhaite un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.